Bonjour, je suis ravie de vous retrouver depuis Bruxelles, depuis le cœur du Parlement européen. Dans ce nouveau numéro d'Europe Hebdo, nous allons ouvrir comme chaque semaine les portes de l'Europe et voici le programme. Comment redonner de la vivacité à nos démocraties européennes? Faut-il pour ce faire réformer nos institutions? Nous prendrons la direction de l'Italie qui a choisi de réduire d'un tiers le nombre de ses parlementaires. Une bonne chose, vraiment, je poserai la question à mes invités en plateau. Mais avant, tout ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité européenne cette semaine, du retour du parti nationaliste irlandais le Sinn Féin à la crise politique en Allemagne, c'est résumé pour vous comme chaque semaine par Aurélie Dafas. En Irlande, la réunification revient sur le devant de la scène politique. Deuxième force du pays depuis les élections législatives début février, le parti républicain irlandais Sinn Féin a pour objectif la réunification de la République d'Irlande avec la province britannique d'Irlande du Nord. Sa dirigeante, Mary-Lou McDonald, estime que le Brexit a changé la donne et qu'un référendum pourrait avoir lieu sur l'île sous 3 ans. Elle a demandé à l'Union européenne de soutenir le projet de réunification de l'Irlande. La capacité du Sinn Féin à peser sur l'avenir du pays dépendra de l'issue des négociations en cours pour former une coalition gouvernementale. Matteo Salvini est renvoyé devant la justice, accusé par un tribunal de Catane d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes. L'ancien ministre de l'Intérieur avait interdit à un navire transportant des migrants de débarquer dans un port italien. Les 116 personnes présentes à bord s'étaient retrouvées bloquées en mer une semaine. Le Sénat a décidé de lever l'immunité parlementaire de Matteo Salvini, remettant son sort entre les mains de la justice. En cas de procès, il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. The West is winning. We are collectively winning. Il y a en effet un affaiblissement de l'Occident. Divergence entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le président français. La conférence sur la sécurité de Munich a pris des airs de règlement de compte entre Européens et Américains. Désaccord sur l'état de l'Occident et la tendance au repli affichée par Donald Trump, mais aussi sur la Chine. Washington fait pression sur l'Union pour qu'elle n'accorde pas à l'entreprise chinoise Huawei l'accès à ses réseaux de télécommunications 5G. Les Européens tiennent pour l'instant une position intermédiaire, pas d'interdiction, mais des règles de sécurité. Séisme politique en Allemagne suite aux élections en Thuringe. Les conservateurs de la CDU se sont associés à l'AfD, le parti d'extrême droite, pour élire le président de la région. Une alliance interdite selon les lignes directrices du parti d'Angela Merkel. C'était un mauvais jour pour la démocratie. Cette journée a rompu avec les valeurs et les convictions de la CDU. Thomas Kemmerich démissionnera en moins de 24 heures, mais cette élection ne restera pas sans conséquences. Elle précipite la démission d'Annegret Kramp-Karrenbauer, successeur désigné d'Angela Merkel au sein de la CDU. À 1 an et demi des prochaines législatives, la première force politique du pays se retrouve sans chef de file pour succéder à Angela Merkel, à la tête du gouvernement depuis 2005. Frédéric Poignard, bienvenue. Vous êtes chercheur à l'Université libre de Belgique, spécialiste de l'Allemagne et des relations avec l'Union européenne. On vient de le voir dans le sujet, le président de Thuringe a été élu avec les voix de l'AfD. Une première depuis 1945. Est-ce qu'on peut vraiment parler en Allemagne de séisme politique ? Il y a sans aucun doute une crise politique en Allemagne. Je nuancerai l'idée d'un séisme pour 2 raisons. D'abord, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas soudain. L'AfD a émergé sur la scène politique il y a 10 ans et a gagné presque toutes les élections, a du moins grandi à chaque passage aux urnes depuis son arrivée sur la scène politique allemande. Donc ce n'est pas un séisme soudain. Par contre, c'est une crise pour les partis politiques qui ont perdu le contrôle de la dynamique au Parlement du Land de Thuringe. Tout à coup, quelque chose est arrivé qu'ils n'avaient pas prévu. Ils ont perdu le contrôle. Et d'autres, en plus, il semblerait que les partis soient de moins en moins capables à imposer les tabous, les interdits, la pratique politique acceptable. Donc on est là dans une crise des partis avant tout. Est-ce que cela veut dire que l'AfD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, il est normalisé sur la scène politique allemande ? Quelque chose a changé.
il est plus central. Il n'y a plus de tabou. Ce n'est plus un tabou? Il y a encore des tabous. Par exemple, si on compare à d'autres pays en Europe, il y a encore un tabou plus prononcé en Allemagne. Nous ne sommes pas dans une situation autrichienne, par exemple. La réaction qu'il y a eu, la chute de AKK, le fait que le président élu s'est retiré, tout ça indique que le système politique, le corps politique a réagi et a rejeté. Mais c'est très, très difficile de rétablir un tabou. Il a été brisé. On verra si la réaction a suffi pour le rétablir. Cette élection en Thuringe, elle met également, en effet, vous l'avez tout juste abordé, en exergue la crise au sein même de la CDU, le parti conservateur, la succession d'Angela Merkel qui s'ouvre dans des conditions un petit peu chaotiques, la dauphine désignée qui donc s'est retirée. Angela Merkel, elle a une responsabilité dans cette crise interne à la CDU? Cette crise est un produit du fin de règne d'Angela Merkel, ça c'est sûr. Une responsabilité personnelle, c'est plus compliqué. La transition au sommet d'un parti au pouvoir est toujours compliquée. Je vous rappelle qu'Angela elle-même n'a pas été adoubée par son prédécesseur, mais qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a saisi le pouvoir du parti au sein d'une crise grave à l'époque au sein de la CDU. Donc les transitions se font souvent dans des contextes de crise. Là, le retrait partiel de AKK, la dauphine, a créé un vide, des noms circulent. La grande inconnue, la source d'instabilité et d'incertitude est en fait plus dans comment cette transition va s'opérer maintenant, dans quel temps et de quelle façon. Angela Merkel, on peut quand même dire qu'elle est fragilisée. Comment peut fonctionner encore le couple franco-allemand qui demeure tout de même un moteur dans l'Union européenne? Alors, déjà avant la crise, les commentateurs remarquaient que le couple franco-allemand ou le couple Macron-Angela Merkel était difficile. Ils avaient des caractères, des objectifs politiques très différents. Maintenant, évidemment, Angela est fragilisée et son parti est fragilisé. Mais l'Europe, depuis longtemps, n'est plus construite par deux pays ou un pays, mais par des coalitions. On verra donc probablement les coalitions au sein de l'Union que championnaient ou soutenaient l'Allemagne. Les porte-paroles de ces coalitions seront d'autres pays. Par exemple, dans les questions budgétaires, les amis de l'austérité, on voit déjà les Pays-Bas, les pays nordiques prendre le Danemark, prendre le relais. Le couple franco-allemand, ce n'est pas une dynamique figée, c'est une réalité organique qui évolue en fonction du contexte. Je vous propose tout de même d'écouter un des prétendants à la succession d'Angela Merkel au sein de la CDU qui a émis déjà des regrets sur le couple franco-allemand. Écoutez. Emmanuel Macron a fait le discours de la Sorbonne avec des propositions substantielles et importantes pour l'Europe. Il aurait pu s'attendre à une réponse allemande engagée à ce sujet. Est-ce qu'Angela Merkel elle a été trop timide sur les ambitions européennes, en tout cas souhaitées par Emmanuel Macron? Il faut garder à l'esprit que quand le président Macron est arrivé au pouvoir, Angela Merkel avait déjà, avec ses collègues européens, mené une énorme réforme liée à la crise de la zone euro. Angela Merkel et les gouvernements européens sortaient d'une période d'énormes réformes, positives ou négatives, ça dépend à qui on demande. Et donc, il y avait un essoufflement politique, une fatigue politique chez elle, et en plus, s'approchait la fin du règne, qui maintenant se confirme et qui s'accélère. Pour le président Macron et pour le couple franco-allemand, là, par exemple, la personne que nous venons d'entendre est le candidat qui est vu comme celui dans la continuité d'Angela. Donc, faire écho aux propositions de Macron est un signal qu'un nouveau régime, une CDU réaffirmée, sous Laschet, une nouvelle dynamique pourrait, avec M. Laschet, peut-être avec d'autres, impliquer aussi un engagement avec la dynamique Macron. L'Allemagne, c'est tout de même un modèle de stabilité en Europe depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'avec cette crise politique, cela va fragiliser l'Union européenne? L'Union a tendance d'aller de crise en crise, donc c'est un système qui est résistant aux crises. Il faut par ailleurs se rendre compte que, toute chose par ailleurs gardée, le système allemand est encore plutôt stable comparé à un nombre de ses voisins. Enfin, l'élément d'instabilité nouveau pour le système allemand politique est au niveau des Länder. Anciennement, les parlements locaux, les régions, avaient été dominés par un ou deux partis. Là, on voit à travers toutes les régions d'Allemagne, c'est des parlements avec des coalitions de 2, 3, voire 4 partis. Et donc le système politique s'est déstabilisé, s'est fragmenté par le bas. Les coalitions au niveau national et fédéral restent stables. Avec quelles répercussions, du coup, pour l'Union européenne ou pour la construction européenne? On ne peut pas le dire encore? C'est incertain. Tout dépendra de
quel effet cette instabilité au niveau, ou cette fragmentation au niveau local aura au niveau fédéral en Allemagne et par conséquent au niveau européen. Merci Frédéric Pognart de nous avoir éclairé sur la situation allemande. Et je vous propose maintenant de prendre la direction de l'Italie. Les députés italiens ont approuvé en octobre dernier à une écrasante majorité la réduction d'un tiers du nombre de sièges parlementaires. Une réforme souhaitée par le mouvement populiste 5 étoiles qui pourrait profondément transformer le paysage politique italien. C'est un reportage de Flora Sauvage. C'était le cheval de bataille du mouvement 5 étoiles. Adopté à une écrasante majorité le 8 octobre dernier, le Parlement italien va réduire drastiquement le nombre de ses parlementaires, passant de 945 à 600. Le jour du vote, devant les caméras, Luigi Di Maio exulte. C'est une immense victoire pour le peuple et pour les citoyens italiens. À Rome, la baisse du nombre de parlementaires fait quasi l'unanimité. Dans ce bar, une institution du Trastevere, l'un des quartiers populaires de la capitale, rares sont les opposants à cette mesure. Il nous coûte trop cher et en plus, il ne décide pas assez rapidement. Je pense que cette réduction est positive. Je crois que c'est une bonne idée parce qu'ils sont trop nombreux et ils nous coûtent trop cher. Non, vraiment, ils sont trop nombreux. Mais pour certains, moins de parlementaires, c'est aussi moins de territoires représentés au niveau national. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, car ça va nuire à la représentation démocratique et cela va nuire aussi à la représentation des minorités au sein du Parlement. C'est pour ça que je pense qu'il faut que le nombre de parlementaires reste stable. Pour le mouvement 5 étoiles en perte de vitesse, la diminution du nombre de députés et de sénateurs est une mesure qui pourrait lui permettre de renouer avec son électorat. Selon cette députée du parti antisystème, réduire d'un tiers le nombre de parlementaires va générer des économies conséquentes pour le budget de l'État. Avec cette réduction, on a estimé que l'on pourrait économiser 1 milliard d'euros sur 10 ans entre les indemnités des députés et des sénateurs, mais aussi avec tous les coûts que le Parlement n'aurait pas en ayant 345 parlementaires en moins. Et cela va permettre d'avoir un rapport plus direct entre les citoyens et leurs représentants. À l'été 2019, après la chute de la coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini, le parti antisystème fait de la baisse du nombre de parlementaires la condition non négociable de son alliance avec le Parti démocrate. Initialement opposés à cette mesure, les sociodémocrates posent leurs conditions en échange de leur ralliement. Aujourd'hui, on a adhéré à la proposition du mouvement 5 étoiles de réduire le nombre de parlementaires. C'est une proposition qui avait déjà été approuvée par la majorité précédente. Mais à plusieurs conditions, nous voulons modifier la loi électorale. Nous voulons également une révision du règlement du Parlement et on demande une attention particulière pour donner plus d'équilibre aux différents pouvoirs. Mais au local du Parti démocrate, les avis divergent. Ce soir-là, au fond de cette ruelle de la capitale, les militants s'opposent farouchement à cette réforme qu'ils jugent populiste. Donc on va passer de 630 députés à 400 et de 315 sénateurs à 200, donc ça va faire une réduction de 36%. On compte actuellement un parlementaire pour 63 500 habitants, sachant qu'en France, c'est un parlementaire pour 70 000 habitants. Mais avec cette réforme, on va passer d'un extrême à l'autre, en ayant une représentation très faible. Au référendum, je dois vous dire honnêtement que pour la première fois de ma vie, je vais voter contre mon parti. C'est une mesure pourtant adoptée par la formation à laquelle j'appartiens depuis qu'elle est née. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. En réalité, le coût de cette réduction du nombre de parlementaires est évalué à quelques dizaines de millions d'euros sur un budget total de l'État de centaines de milliards. C'est pas ça qui va assainir les comptes publics.
Déjà en 2016, lors d'un référendum constitutionnel, Matteo Renzi avait tenté de réduire le nombre de sénateurs, mais les Italiens s'y étaient opposés car ils craignaient une concentration des pouvoirs. Les électeurs sont appelés aux urnes le 29 mars pour valider définitivement la baisse du nombre de parlementaires. En cas de victoire du oui au référendum, l'Italie deviendra le pays d'Europe avec le plus petit nombre de représentants élus, proportionnellement à sa population. Et j'ai le plaisir d'accueillir Manuel Bompard. Bonjour, vous êtes eurodéputé français à la France Insoumise. Ici, vous siégez au sein du groupe La Gauche Unitaire. À vos côtés, Marc Tarabella, eurodéputé belge au sein de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour. Et face à vous, Clotilde Armand, eurodéputée roumaine Renew, le groupe centriste européen. Bienvenue à tous les trois. On vient de le voir dans le reportage. Cette réforme, elle est motivée notamment par les économies qu'elle pourrait générer. Et puis, cela rendrait le travail des chambres plus efficace. Marc Tarabella, est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments? Si j'étais convaincu, je dirais bien évidemment, et ça va dans le sens de ce que veut le peuple. Mais peut-être faut-il réduire, c'est possible. Mais je pense qu'il faut... Il y a du populisme dans cette proposition. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit l'un des derniers intervenants, ça va faire des économies, certes. Mais la démocratie, elle a un coût. Si on devait transposer ça au niveau européen, on peut aussi diminuer le nombre de parlementaires. On ne serait plus 500 au lieu de 700. C'est peut-être une idée? Oui, c'est une idée, mais aujourd'hui, le Luxembourg et les plus petits pays en ont 6, et 6, c'est le nombre minimal pour avoir une représentation démocratique suffisante. D'ailleurs, 4 partis sont représentés, notamment au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, la prochaine proposition, c'est aussi de diminuer le salaire des parlementaires par 2. Et si on met un référendum, ça fera 95% de oui. Mais est-ce que c'est ça qui va changer les choses, qui va apporter du plus aux citoyens? Parce que l'organisation du référendum, il faudrait savoir combien ça va coûter, rien que pour approuver cette mesure. Et donc, la démocratie, elle a un coût. Au niveau européen, on pourrait très bien dire tout le monde parle anglais. Et on fait l'économie de la traduction. Certains voudraient faire ça. Mais aujourd'hui, le coût de la démocratie, notamment au niveau européen, c'est que chacun puisse parler sa langue maternelle. Et donc, la démocratie a un coût. Et la représentativité de la population et le lien au territoire doit être assuré. Et donc, il faut assumer le coût de la démocratie, mais ça reste quand même la réduction du nombre de parlementaires, une mesure populaire, notamment aussi parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les élus, les politiques et les citoyens. Clotilde Armand, en Roumanie, c'est le cas aussi. Oui. Non. Donc, en fait, il s'agit bien d'un symptôme, c'est ce fossé, c'est-à-dire les gens... estiment que les parlementaires, finalement, ne sont pas très utiles, puisqu'on trouve qu'on est trop nombreux. Et puis, ils trouvent qu'ils font mal leur travail. Je voudrais, avant de vous donner la parole, Manuel Bompard, qu'on compare un petit peu ensemble le nombre de parlementaires dans plusieurs pays en Europe pour avoir une idée un petit peu plus globale. Un parlementaire pour 116 000 habitants en Allemagne, un pour 72 000 en France, un parlementaire pour 76 000 espagnols. En Italie, avant la réforme, on était à un parlementaire pour 63 000 habitants, moins de parlementaires. Manuel Bompard, est-ce que c'est la gageure d'une meilleure démocratie? Non, je ne crois pas. Moi, je suis radicalement opposé à cette proposition. Il y a des arguments qui ont été déjà donnés. La question du coût, par exemple, le coût, il faut le relativiser. Et si on veut faire des économies dans nos pays respectifs, il y a plein de manières de faire des économies. Je ne crois pas que ce soit en réduisant le nombre de parlementaires qu'on va en faire. En France, par exemple, quand M. Macron supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 4 milliards. En Italie, on parlait de 1 milliard d'économies sur 10 ans. Donc je pense que tout ça me paraît pas raisonnable. Et puis comme ça a été dit, la démocratie elle a un coût. Dans ce cas, on n'a qu'à supprimer les élections. Ça coûte de l'argent aussi, d'organiser, d'imprimer des bulletins de vote, etc. Je pense que tout ça n'est pas sérieux. Par contre, je partage l'idée que derrière, il y a un symptôme et un ressenti qui conduit à soutenir ce type de proposition. Je pense, en France en l'occurrence, peut-être pas le cas dans tous les pays européens, qu'il est aussi motivé par le fait qu'on a le sentiment que les parlementaires ont très peu de pouvoir, que le système est très présidentiel et que finalement l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Et donc si on veut répondre à cette préoccupation, je pense qu'on le fera davantage en valorisant le rôle des parlementaires qu'en réduisant le nombre. Alors justement, vous parlez de la France parce qu'il n'y a pas qu'en Italie qu'on souhaite réduire le nombre de parlementaires. C'est également la volonté du président français Emmanuel Macron. Écoutez, c'était devant les parlementaires en juillet 2017. Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés, plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux. C'est pourquoi je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles.
Je suis convaincu que cette mesure aura des effets favorables pour la qualité générale du travail parlementaire. Clotilde Armand, il n'y a pas un revers quand même, c'est pas un peu dangereux de taper comme ça systématiquement sur les parlementaires? Alors, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est également redonner de la crédibilité aux parlementaires. Donc moi je pense qu'il faut accorder aux citoyens ce qu'ils souhaitent et en même temps travailler sur la crédibilité. Ce que nous avons fait il y a 2 ans, c'est une collection de signatures pour mettre un référendum devant le Parlement. Il s'agit d'interdire l'accès aux fonctions publiques aux personnes condamnées pénalement. Donc, nous avons un certain nombre de donc, rendre des règles d'inéligibilité. Voilà, inéligibles. Nous avons un certain nombre d'élus ou de personnes qui souhaitent être élus qui ont eu des soucis avec la justice, notamment sur la corruption. Vous savez que nous faisons cet énorme nettoyage en Roumanie. Nous y tenons énormément. Marc Tarabella, au-delà de la réduction du nombre des parlementaires, est-ce que nos systèmes ne sont pas obsolètes? Est-ce qu'il ne faut pas réformer nos institutions dans les démocraties européennes? Sans doute faut-il... la démocratie elle est malade aujourd'hui, la représentation démocratique. La démocratie est malade. Elle est malade parce qu'effectivement, on dit qu'on a creusé un fossé entre les élus et la population. Je pense que tout dépend de la manière dont on travaille. Mais de toute façon, la perception, elle est celle-là. Et sans doute faut-il avoir une dose de proportionnelle, une dose de participation citoyenne, sans doute. Donc moi, je ne suis pas pour la démocratie directe. Parce que demander aux citoyens si on va baisser l'impôt, ils vont vous dire oui, il y aura une majorité sans problème. À un moment donné, il faut savoir repopulariser l'impôt et s'en servir correctement et l'expliquer. Et donc, mais qu'il y ait une dose de consultation citoyenne. Probablement, il y a un exemple abouti en Belgique pour l'instant. Il y a plusieurs tentatives, mais c'est la communauté germanophone, donc de langue allemande, qui est très petite. 9 communes, 70 000 habitants, à l'est du pays, qui a instauré une espèce de conseil citoyen permanent, tiré au sort, qui s'appuie sur des tirages au sort, sur des différents sujets, sur d'autres conseils, sur des thématiques, et qui font remonter, et à un moment donné, un dialogue entre les élus et ce conseil tiré au sort, représentatif, et qui peut aboutir à des lois, à des changements. Après un dialogue, et c'est probablement l'exemple le plus abouti parce que le Conseil est permanent. Manuel Bompard, il faut tendre de plus en plus vers ça. Au sein même de l'Union européenne, il existe le droit de pétition et le droit d'initiative citoyenne. C'est une bonne chose, ça fonctionne. C'est une bonne chose, mais à mon avis, c'est très insuffisant parce que, en réalité, au sein des institutions européennes, ce droit, il n'est pas forcément suivi d'effet. C'est-à-dire que la Commission peut ranger ça. Difficilement mis en application. Je pense, en tout cas, que effectivement la démocratie est malade et que clairement la solution, elle passe par une revalorisation du rôle des parlementaires, mais aussi par le fait d'introduire des formes de démocratie directe dans la démocratie représentative. Ça ne veut pas dire passer à un système de démocratie directe totale. Moi, je pense au référendum d'initiative citoyenne. Ça existe dans certains États européens. Je pense à la possibilité de révoquer les élus à mi-mandat. Ça n'existe pas en Europe, mais ça existe par exemple dans certains États des États-Unis d'Amérique, par exemple. Ça s'appelle le recall. Et c'est-à-dire, si à mi-mandat, un élu n'a pas respecté ses engagements, on puisse dire ça s'arrête et puis on organise une nouvelle élection. Il faut du coup sortir peut-être de l'immédiateté, parce que cela prend du temps de consulter les citoyens. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que ces citoyens s'approprient finalement les institutions, qu'il y ait des nouveaux partis, qu'il y ait des partis avec des élus qui ne vont pas faire carrière, mais qui vont être spécialisés dans un domaine, mais qui vont rester ancorés dans la société, qui vont être élus pour un mandat, pour 2 mandats, au plus de mandats, c'est ce que nous souhaitons dans notre parti, et puis qui retournent dans la société civile ou leur profession. La classe politique est une classe qui se reproduit, qui reste toute la vie, qui est privilégiée, qui a ses... Ce sentiment, il est partagé dans bon nombre de pays européens, Manuel Bompard. Oui, il est partagé. Et des fois pour des raisons légitimes d'ailleurs. C'est pour ça que moi, les propositions que vous formulez d'exemplarité, de non-cumul, non-renouvellement, c'est des propositions que je partage. Mais à mon avis, elles ne résolvent qu'une partie du problème. C'est-à-dire que l'autre partie du problème, c'est des citoyens qui ont envie de pouvoir participer au pouvoir de décision. Et aujourd'hui, le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, en France, il est malheureusement consultatif. C'est-à-dire que vous devez avoir 4 millions de signatures et un certain nombre de parlementaires pour que le projet soit examiné à l'Assemblée nationale. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faudrait avoir une possibilité. D'ensuite, ça aboutit sur une consultation directe du peuple. Au moins, qu'on améliore ces dispositifs-là. En France, et je m'arrête là, le président Macron avait dit on va le descendre à 1 million. Mais on a un exemple concret, c'est... Aéroport de Paris qui est menacé de privatisation. Il y a plus d'1 million de signatures aujourd'hui en France, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de référendum d'organiser.
Alors ça, c'est pour la France, Marc Tarabella. Est-ce que les institutions européennes et le Parlement européen, elles doivent aussi se transformer, évoluer? Oui, et davantage parce qu'aujourd'hui, l'Europe a un modèle un peu en panne, à bout de souffle. Mais c'est davantage, il faut mettre les responsabilités. L'Europe, il y a 3 grandes institutions. La Commission qui a un pouvoir de proposition. Et puis en codécision, nous sommes les 2 législateurs, les co-législateurs, le Parlement et le Conseil, donc l'ensemble des gouvernements représentés à Bruxelles. Et c'est le Conseil, le maillon faible de l'Union européenne aujourd'hui. C'est pas le Parlement, c'est pas... C'est davantage le Conseil que le Parlement dans toute une série de dossiers, que ce soit l'afflux des migrants et essayer de résoudre l'accueil. La Commission et le Parlement avaient de bonnes propositions solidaires au niveau de l'Europe. C'est le Conseil et certains gouvernements qui n'en ont pas voulu. Et donc les gouvernements, il y a des minorités de blocage maintenant qui font que, si le projet est à bout de souffle, l'Europe à la carte qu'ont inventé les Britanniques, aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui aiment l'Europe à la carte. C'est pour ça que Schengen, il y a certains pays, dans l'euro il y en a d'autres, et dans des politiques plus ambitieuses, on va en retrouver certains et pas d'autres. Et aujourd'hui, c'est sans doute cela qu'il faut réformer. Et le Parlement européen qui est directement élu, il a peu de pouvoir finalement? Il a un pouvoir, je vais vous donner un exemple, lorsque sur certains dossiers comme le budget, qui est un point majeur, nous on voudrait avoir les moyens de notre ambition et je pense qu'on reflète vraiment ce que désirent les citoyens. Mais quand le Conseil, qui est formé de 27 membres, dont chacun des membres a un pouvoir de veto, donc il faut que ce soit voté à l'unanimité, c'est très difficile pour le Parlement, une fois que 27 pays se sont mis d'accord, de dire nous, le Parlement, on n'est pas d'accord, parce que du coup, il faudra à nouveau 1 an de négociation. Donc le Parlement, il est en relation directe avec les citoyens, mais derrière, il y a cette machine, il y a le Conseil, comme vous disiez, donc tout ça, c'est... Avec la nécessité peut-être de réformer quand même les institutions. La Commission, elle lance une conférence sur l'avenir de l'Europe pour se pencher une nouvelle fois sur le fonctionnement de l'Union. Les citoyens européens, est-ce qu'ils doivent y être associés? Comment, Manuel Bompard? Pleinement, oui, pleinement, ils doivent y être associés parce que je pense qu'il y a un sentiment de défiance dans un certain nombre d'États membres aujourd'hui entre les citoyens et la construction européenne. Donc cette conférence, elle peut être une bonne nouvelle si elle n'écarte aucun sujet et si elle ne se traduit pas à la fin par quelques modifications cosmétiques. C'est-à-dire que si à la fin ça permet juste d'instaurer le principe des listes transnationales, j'y suis pas opposé. Mais si c'est juste ça la réponse, je pense pas qu'on résoudra le problème. Il faut aller plus loin, renforcer le pouvoir d'initiative citoyenne en Europe, renforcer le rôle du Parlement, qui aujourd'hui a quand même pas le pouvoir d'initiative législative. C'est l'un des seuls parlements dans le monde qui a pas ce pouvoir-là. Donc je pense qu'il faut aller sur des modifications radicales. Et ces modifications radicales, elles passent nécessairement, de mon point de vue, par la modification des traités. Et donc si la conférence, elle pose cette question des traités, alors elle peut être utile. Marc Tarabella, vous en attendez quoi de cette conférence sur l'avenir de l'Europe? Il faut se ressaisir au niveau européen, avoir des grands projets et se mettre tous ensemble pour essayer de les réaliser. Je dis, la machine à freiner, c'est surtout le Conseil. Alors le Parlement, on n'a peut-être pas le pouvoir d'initiative, mais on a un vrai pouvoir de codécision. Je peux vous dire, moi, j'ai travaillé sur les marchés publics, c'était Michel Barnier à la manœuvre à la Commission. À un moment, on a vraiment une lutte qui a duré 6 mois entre le Parlement et le Conseil, où on n'a presque pas avancé, sauf à la fin, et où on a tenu sur des positions. Et les exemples sont comme ça multiples, mais c'est trop peu connu des citoyens. Ce seront les mots de la fin. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site internet de Public Sénat, mais aussi sur l'antenne de la RTBF. À très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.